On va un peu plus dans le crunch et un peu plus dans des réalités terrain. Donc, la prochaine présentation, c'est le ministère des Transports et de la Mobilité durable. La suivante sera par la Communauté maritime des îles. On a donc Jonathan Côté, un habitué de la place presque. Il est coordonnateur au module des aléas naturels et de l'adaptation au changement climatique à ce ministère, donc affilié à la direction du Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des îles de la Madeleine depuis 2019 et à l'emploi du ministère depuis 2011, n'est-ce pas? Et également, M. Côté sera sur scène accompagné de Gabriel Simard-Johnson, que j'ai hâte de rencontrer, directeur de la coordination et des relations avec le milieu depuis octobre 2023. Il est à l'emploi du ministère depuis 2009 dans le domaine de l'ingénierie des structures. Messieurs. Bonjour tout le monde. Ça va pour le son? Vous m'entendez bien? Parfait. Bonjour, bonjour. Ça nous fait bien plaisir d'être ici ce soir pour partager avec vous nos travaux en ce qui concerne l'érosion des berges. On a différentes choses à vous présenter, autant ce qu'on fait comme réalisation que ce qu'on travaille au niveau de la planification. Puis il y a probablement plusieurs choses qu'on va vous parler, que vous allez pouvoir faire des liens aussi avec ce qui a été dit précédemment, là. Donc voilà, sans plus tarder, je vais commencer. Je vais essayer de ne pas faire l'erreur du pointeur. Oui, c'est bon, c'est réglé. J'ai brisé la glace du pointeur. Donc, on a une assez brève présentation. Vous avez un petit plan ici, donc on va peut-être faire une mise, on va faire une mise en contexte. Ensuite, on va vous expliquer comment on fait la gestion des sites qu'on catégorise comme étant vulnérables. On va vous informer sur les travaux qui ont été réalisés et ceux qui sont à venir prochainement. On veut partager avec vous le travail qu'on a fait sur un programme d'intervention en aléas côtiers, puis ensuite, on va aborder la question des consultations publiques. OK. Donc, à notre tour de définir un peu notre rôle, là, ça a été un peu fait aussi par les autres organisations. Je trouve ça important qu'on puisse chacun départager nos rôles et responsabilités. Donc, vous l'avez écrit, la vraie définition. Donc, le rôle du ministère des Transports, c'est de favoriser la mobilité durable des personnes et des marchandises par des systèmes de transport sécuritaires et accessibles qui contribuent au développement du Québec. Donc, en résumé, le ministère est responsable de la sécurité des usagers et de la mobilité des personnes et des marchandises sur son réseau. Fait que c'est dans cette optique-là que nous, on aborde la question d'adaptation au changement climatique. De quelle manière on procède? Bon, bien, il y a quelques puces qui nous disent c'est en exploitant nos actifs, bien entendu, en réalisant des projets de maintien, d'amélioration et de développement pour s'adapter. Ensuite, on investit également dans des projets, des mesures favorisant la mobilité durable et on assume un certain leadership qui s'exerce par l'ingénierie, l'expertise et l'innovation. Puis ça, concrètement, ça se démontre dans la création d'un pôle d'expertise qui a été fait chez nous à la direction du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles, en termes d'adaptation au changement climatique. Donc, je ne l'ai pas dit, on représente le ministère des Transports, mais plus spécifiquement la direction du Bas-Saint-Laurent, Gaspésie-les-Îles. Donc, je laisse la parole à Jonathan. Oui, bien pour faire le lien, d'abord, bonsoir. Très heureux, moi aussi, de vous voir en si grand nombre. On est très heureux de pouvoir vous partager ce qu'on fait puis de pouvoir avoir les échos de votre part. Là. Fait que vous viendrez bien sûr nous rencontrer après les présentations. Pour revenir à la présentation, juste ça avait été abordé. C'est sûr que la notion d'érosion côtière, ça fait vraiment plusieurs années, plus de 20 ans que même le ministère des Transports s'y consacre. Mais plus activement, dans les dernières années, plutôt vers les années 2010, certaines tempêtes qui ont vraiment tapé un petit peu l'imaginaire, dont celle de décembre 2010, dans le secteur de Sainte-Flavie, toute cette portion-là avait été gravement touchée. Ça a quand même fait des traces. Puis, au travers de ça, le gouvernement a mis via son, un plan, pas un plan stratégique, mais la stratégie par rapport au changement climatique. Il y a eu des orientations précises qui ont été nommées par rapport à l'adaptation des infrastructures et à la protection face au changement climatique.
De ça c'est venu en 2013. Quelques années plus tard, le ministère des Transports s'est doté d'un plan stratégique. Il y en avait déjà par le passé, mais dans celui-là, en 2017, a vraiment eu des objectifs également spécifiques en concordance avec la stratégie qui avait été développée précédemment. Donc, ça fait une cascade où il y a de plus en plus d'éléments qui ont été mis en place. De cette stratégie-là, par les objectifs qui ont été définis, il y a un plan d'action sur la gestion des infrastructures dans le contexte des changements climatiques qui a été mis en œuvre en 2018. Il a été terminé en 2023. Il y en a un second qui a été relancé pour 2023 à 2028. Et ça, éventuellement, devrait mener même à une stratégie, un plan d'adaptation qui devrait suivre par la suite et être reconduit. Donc, c'est vraiment des éléments clés qui montrent en fait que le gouvernement a commencé à s'intéresser davantage à la chose. Après ça, chaque ministère, dont nous, c'est pour ça que je vous parle du plan stratégique, a mis des éléments en œuvre face à ça. Donc, pour s'y attaquer, en fait, puis par la réalisation des projets, c'est vraiment toute l'expertise du ministère qui est mise à profit. Puis, dans chacune de ces expertises-là, bien, il y a de plus en plus d'éléments qui se concentrent vers les problématiques de l'érosion ou de la submersion. Par là, on parle en environnement, on parle en géotechnique, on parle en hydraulique, on parle en génie civil, en arpentage. Il y a vraiment plein de développements qui se font sur l'acquisition de données, la topobathymétrie. Vous avez vu des avions voler, que ce soit pour la sécurité publique ou pour nous, d'aller chercher davantage de données pour pouvoir réaliser les meilleurs projets. Donc, c'est tous des éléments qui sont mis à contribution, soit par l'expertise au sein du ministère ou par le biais des mandataires qu'on peut faire appel, comme que ce soit la sécurité publique, les municipalités. On met tout ça à profit. Un peu une carte à la même image que ce que vous avez vu précédemment dans d'autres présentations. C'est les secteurs, en fait, les points que vous voyez, c'est des sites qui sont vulnérables où la route est en première exposition, puis que c'est des sites qui sont vulnérables. Donc, si on se concentre sur le Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les Îles-de-la-Madeleine, vous voyez qu'il y a quand même un grand nombre de sites, à même titre que sur la Côte-Nord, bien sûr. Mais juste, on parle des répartitions entre les différents ministères, bien, c'est ça. Nous, le rôle, c'est quand la route est le premier rempart par rapport au premier rang côtier qu'on appelle, versus des fois, bien, où est-ce que vous ne voyez pas des points, bien, il pourrait y avoir des points, mais c'est plus par rapport au domaine municipal, où est-ce que c'est eux qui sont à la première ligne de front. Je repasse la parole à Gabriel. Je veux juste apporter à votre attention sur cette image-là, qu'on va revoir un peu plus tard, mais je voulais quand même le souligner tout de suite. Vous voyez la concentration des points. Les points qui sont noirs, c'est des sites qu'on considère vulnérables, puis qui sont catégorisés par notre ministère, puis qu'on suit d'ailleurs. Mais vous voyez la concentration par rapport aux autres régions qui bordent le fleuve puis le golfe du Saint-Laurent. Donc, Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, les îles. Vous voyez les îles en bas à droite. Il y a une très grande concentration de sites, ce qui fait, entre autres, c'est probablement la raison pour laquelle le pôle d'expertise a été retenu d'être développé chez nous en Gaspésie, puis qu'on a l'avantage ou qu'on a la chance de pouvoir compter sur ces experts-là qui travaillent chez nous, dont fait partie Jonathan. Donc, je passe à la prochaine diapo. Notre approche d'intervention. Donc, comme vous venez de le voir sur l'autre diapositive, il y a un grand nombre de sites. Donc, nous, depuis la création du pôle d'expertise chez nous, puis de l'équipe qui travaille à faire des projets en adaptation au changement climatique, on a mis en place un inventaire, puis des modes de suivi des sites vulnérables du territoire. En fait, c'est encore en développement, mais c'est très bien avancé. Au niveau de l'inventaire, c'est très avancé. En fait, je pourrais même dire que c'est à toute fin pratique complétée. Là, on est en mode de développement de tout ce qui est suivi des sites, inspection et tout ça. Donc, vous voyez un peu en quoi ça se décline. Ça se décline en détection des nouveaux sites, évaluation de l'état des sites, installation de bornes de mesure pour faire des suivis, mesurer l'évolution de la côte, évaluation de l'état des ouvrages de protection existants, puis détection des défectuosités à corriger. On parle des fois des ouvrages existants qui ont été construits dans les dernières années où il peut y avoir localement parfois des défectuosités. Donc, c'est de les identifier pour ensuite les réparer, intervenir, sans attendre que les dommages progressent ou se prolongent. Ensuite, il y a une priorisation des sites qui doit se faire parce que, bien entendu, vous avez vu la quantité de sites auxquels on fait face. On ne peut pas nécessairement intervenir partout.
la priorisation se fait, bon, bien, il y a divers critères qui sont utilisés pour en venir à une priorisation qui est efficace. Vous voyez, on parle de vulnérabilité, le niveau de vulnérabilité, la sécurité des usagers, donc la proximité des routes, les marges de recul, ces choses-là, c'est toutes des choses qui sont prises en ligne de compte. Est-ce qu'on a accès à un chemin alternatif? Est-ce qu'on a une solution temporaire qu'on pourrait utiliser? Est-ce que c'est un endroit auquel on peut mettre, par exemple, un pont temporaire qui serait là pendant quelques temps, qu'on puisse planifier davantage d'une intervention réfléchie? C'est le genre de choses qui est utilisé pour prioriser. Puis ensuite, lorsque ça s'est complété, on peut initier un projet d'adaptation pour les sites qui sont priorisés. Les projets, ça a déjà été beaucoup parlé tantôt par d'autres intervenants. Les projets, encore une fois, se déclinent en plusieurs étapes qui doivent être franchies à partir de l'évolution des besoins puis des solutions jusqu'aux appels d'offres, aux travaux puis au suivi. Donc, au niveau technique, on avait le point études techniques, qui est un point en adaptation côtière, entre autres, qui est un point assez important là, parce qu'on a quand même beaucoup d'intrants à considérer pour être capable de développer des solutions adaptées. Au niveau de la priorisation des sites, les prochaines diapos servent un peu à vous démontrer de quelle manière le ministère peut prioriser ces sites-là à travers la charge provinciale qu'il y a. Donc, ce qu'on veut mettre en lumière, premièrement, c'est que là, on prend le territoire des Îles-de-la-Madeleine. Le ministère possède ou gère, je devrais dire gère, plusieurs infrastructures. Donc, on a en haut à gauche des éléments de sécurité comme des glissières. Et on a à droite, en haut, la chaussée. On a à droite complètement les structures, donc les ponceaux de grande dimension, les murs de soutènement qui servent à soutenir les remblais des routes. En bas à droite, on a des structures de super signalisation. Puis finalement, en bas à gauche, des sites vulnérables à l'érosion qui bordent notre réseau. Donc, tout ça doit être pris en considération dans les projets, dans la priorisation qui se fait pour l'unique territoire des îles. Puis, on ramène ça à une échelle. Donc, oui, entre les différents axes, il doit y avoir des priorisations qui se font. On ramène ça à une échelle régionale où cette priorisation-là est intégrée dans tout le territoire Bas-Saint-Laurent, Gaspésie et les îles. Puis, cette priorisation-là que nous, chez nous, au bureau à Rimouski ou avec nos équipes, on détermine, bien, elle se projette ensuite dans la priorisation qui est provinciale. Donc, nous, notre travail, c'est de faire en sorte qu'on est capable de mettre les priorités aux bons endroits, puis de faire les bonnes représentations aussi, parce que vous voyez, la portion, je ne veux pas nécessairement utiliser le mot budget, mais je le prends quand même, mais la portion des investissements, la portion aussi en gros, c'est beaucoup les investissements qu'on peut avoir. Bien, de quelle manière on peut en tirer une certaine répartition, là. Donc, on fait des représentations, puis l'adaptation au changement climatique est un thème qui est très, très reconnu aujourd'hui, très pris au sérieux. Donc, de ce côté-là, nos autorités ont quand même une très bonne ouverture. Merci. À présent, c'est quand même un grand plaisir de présenter cette partie-là de la présentation. Justement, Jean faisait mention, j'étais venu présenter en 2020, en fait, les travaux à venir suite aux tempêtes de 2018 et 2019, parce que la présentation était venue tout de suite après le passage de la tempête Dorian. Fait en gros, on présente les travaux qui ont été faits depuis Dorian, Fiona et les tempêtes de 2018. On va parcourir rapidement là, chacune des interventions. À résumer, en premier, vous avez vu depuis, puis il y en avait déjà par le passé, des petites recharges de plage qui étaient faites dans différents secteurs, principalement dans Pointe-aux-Loups, Martinique. Donc, on en voit un exemple. Souvent, il pouvait y avoir des brèches ou certains endroits où on se doit de faire des entretiens plus récurrents. Donc, c'est des recharges de plage à peu près d'un ordre de grandeur de 5 à 10 000 m3 qui sont disposées puis qu'on entretient à certains endroits. Ensuite de ça, l'enrochement à la Martinique, que vous devez parcourir assez régulièrement. Cet enrochement-là subit des grands dommages suite aux tempêtes qui sont passées, donc ils ont eu des besoins de travaux de réparation quand même assez importants. Donc, ça a été adressé à chaque présence de chaque tempête. C'est un secteur qu'on va y revenir un petit peu plus tard. Ensuite de ça, une particularité dans les dernières tempêtes, c'est que même côté lagune, en fait, il a fallu faire certaines interventions. Ici, on a un exemple à Pointe-aux-Loups. Donc, il y a même eu des effets d'érosion où la route est exposée, mais côté lagune, puis qu'il y a eu des enrochements qui ont été réalisés. Ensuite de ça, on voit les grands projets qui avaient été présentés en 2020 et d'autres par la suite qu'on verra en 2022.
l'enrochement de 1,2 km qui a été réalisé dans le secteur de Pointe-aux-Loups, qui a été réalisé en 2021-2022, 14 millions. On parlait de la réalisation des travaux. Je mets un accent, une petite parenthèse. On parlait de l'échéancier, de réaliser des grands projets comme ça qui, normalement, peuvent prendre facilement 7 à 10 ans. Bien, les tempêtes ont frappé en 2018-2019 et les travaux ont été réalisés en 2021-2022. Je poursuis avec le secteur de la jetée du pont Keating, à Gros-Île, l'enrochement qui avait été frappé. Il y a eu une reconstruction de l'enrochement qui a été faite à l'automne 2023, 2,5 millions. On poursuit avec la jetée du détroit, des travaux qui se sont terminés plus récemment. Les travaux ont été vraiment complétés ce printemps. On parle de près de 3 km d'enrochement le long de la jetée, puis il y avait 2 autres petits secteurs. Ça a permis 2 choses aussi très intéressantes, malgré la rapidité à laquelle on a fait les travaux. Ça a permis de laisser un aire de stationnement à la municipalité pour favoriser le stationnement des kitesurfers et améliorer la sécurité dans le secteur. Et aussi, on voit l'aménagement d'un aire d'entreposage qui nous a permis, bien sûr, de réaliser ces travaux-là, mais qui vont nous aider aussi à pouvoir réaliser des travaux dans le futur et à constituer une réserve de pierres pour pouvoir être plus agile et répondre plus rapidement s'il y a des besoins suite à d'autres tempêtes. Enfin, un grand projet aussi qui a été réalisé en 2023. Il y a eu du dragage qui a été fait par le ministère dans le chenal de la Grande Entrée pour aller chercher des quantités de sable. On voit qu'il y a eu un aire d'entreposage temporaire qui a été également aménagé pour pouvoir gérer, je vais vous montrer, il y a une petite capsule vidéo qui va montrer encore mieux les travaux. Ensuite de ça, la recharge comme telle qui a été faite devant des aménagements, une portion qui était enrochée de 655 mètres et une portion où on a installé pour la première fois des conteneurs en géotextile, un projet au total de 37,3 millions. Je vous montre la vidéo, ça va quand même assez vite. Donc, a priori, les travaux de dragage, donc la drague qui était dans le chenal accumulait le sable à l'intérieur de la drague. Cette dernière, après ça, se rapprochait des installations de Mincelène où on avait eu un accord pour pouvoir s'amarrer. Il y a une conduite qui était branchée sur la drague. La drague poussait avec sa pompe jusqu'à une pompe transitoire parce que la distance était tellement grande qu'il fallait une autre pompe pour pousser ça à 1,5 km de distance. Le sable, avec une grande quantité d'eau, est amené au site d'entreposage, une grande cellule d'accumulation puis de gestion pour pouvoir justement récupérer les sables qui sédimentent très près du rejet d'eau. Donc, avec le temps, le sable était accumulé pour après ça, tranquillement être amené par camion jusqu'à l'aire de recharge. Mais là, on voit encore des images sur l'accumulation du sable. On maximisait l'écoulement d'eau pour favoriser la sédimentation. Puis après, il y avait un bassin de sédimentation qu'on voit bien dans l'image qui permettait de vraiment gérer la matière en suspension, parce qu'avec la grande quantité d'eau qui était générée, il fallait minimiser le rejet des matières en suspension avec l'eau qui était rejetée dans la lagune. On voit ici le transport par camion, le site avant les travaux, donc la portion où on a mis les géotubes qui était sans enrochement et la partie avec enrochement qu'on va voir qui va avoir du sable qui va être disposé en haut de plage puis qui va être remis dans le système puis qui va favoriser le rehaussement de la plage pour favoriser à ce que les vagues cassent le plus possible avant d'atteindre la côte et ainsi protéger la côte. Je vous laisse, il reste quelques secondes à la vidéo. Si jamais vous voulez, il y avait des parutions qui avaient été faites sur le site du ministère. Ces vidéos-là sont disponibles là, sur le Facebook. Là. Donc, c'est de l'information qui est accessible. Ensuite de ça, bien, si on résume, en fait, donc depuis 2018, on a des investissements qui ont été réalisés de près de 90 millions de dollars. Donc, c'est quand même des gros investissements, beaucoup de travaux en très peu de temps. Donc, quand même une grande fierté à ce niveau-là. Maintenant, pour les travaux qui sont à venir, il y a de l'information qui est disponible. Le prochain secteur risque d'être secteur de la Martinique, pardon, où il y a deux projets. Un premier qui est de refaire des tubes en géotextile et reconstruire l'enrochement de 1,4 km dans le secteur, avec une portion de recharge de plage qui est anticipée.
Ensuite de ça, 3 autres secteurs qui sont présentement à l'étude, secteur du Havre-au-Basque, secteur de la Pointe, l'île Havre-aux-Maisons, et le secteur de Pointe-aux-Loups, qui a encore d'autres secteurs qui se doivent d'être protégés. Donc, il y a encore d'autres secteurs qui sont en cours d'étude de solutions. Donc, je vais essayer de faire ça assez rapidement, mais on rentre dans la portion de la présentation où on voulait vous présenter ce qu'on a fait comme le programme qu'on a créé, le programme d'intervention pour les secteurs routiers vulnérables aux aléas côtiers. C'est un programme qui a été développé par nos équipes chez nous au ministère des Transports en collaboration avec les équipes des évaluations environnementales du ministère de l'Environnement. Je me suis déjà prévu du temps ce soir pour me remettre en question sur la clarté des informations que je vais vous donner. On dirait que j'ai peur de ne pas être suffisamment clair, fait que s'il y a quoi que ce soit, je n'arrive pas, venez me voir au kiosque ensuite, puis on pourra éclaircir tout ça. Donc, l'idée de faire une étude d'impact, l'idée de faire un programme décennal, c'était justement, c'est un programme d'étude d'impact. Nous, chez nous, on l'appelle le programme d'étude d'impact. C'est parce que, normalement, lorsqu'un projet est présenté par un promoteur, puis qu'il engendre trop d'empiètement permanent sur un milieu naturel, il devient assujetti à ce qu'on appelle une étude d'impact. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est un processus qui est quand même très exhaustif. C'est quelque chose qui peut prendre entre 5 à 10 ans à réaliser, puis c'est une grosse évaluation de tous les dommages qui pourraient être faits sur l'environnement par la réalisation du projet. Dans les projets qu'on vous présente d'envergure, dans le fond, on génère beaucoup d'empiètement parce que l'état de référence, c'est l'état après érosion. Donc, aux yeux des autorités environnementales, lorsqu'il y a eu érosion, on a perdu une certaine portion de la berge, ça devient notre état de référence. Donc, si on ne veut pas créer un ouvrage qui nous oblige à reculer davantage dans la berge, nécessairement, là, nos calculs d'empiètement explosent. Fait que le but de faire un programme d'étude d'impact, dans ce cas-ci, c'était de pouvoir faire un seul programme pour tous les travaux d'érosion, tous les travaux de protection contre l'érosion qu'on va faire dans les prochaines années, plutôt que de devoir faire une étude d'impact complète chaque fois qu'on veut intervenir. Jusque-là, ça va? Parfait. Ce programme-là, il a été imaginé, en fait, on a soumis 228 sites, on a inclus dans l'étude d'impact 228 sites, dont 100 qui sont priorisés, sur lesquels on pourrait penser intervenir dans les 10 prochaines années. Le but d'une étude d'impact, c'est d'obtenir un décret qui nous permettait de réaliser les travaux avec des conditions environnementales, des conditions d'assujettissement réduites, disons. Mais il faut faire toutes les preuves avant que notre projet n'aura pas d'impact trop négatif, justement, sur l'environnement. Donc, le décret qu'on prévoit obtenir dans ce cas-ci, c'est d'une durée de 10 ans. Donc, comprenez-moi bien, on ne prétend pas qu'on va intervenir sur 100 sites dans les 10 prochaines années. Par contre, on se donne la permission où on développe 100 projets, une centaine de projets, puis à l'intérieur de ces projets-là, on va intervenir là où on a besoin de le faire dans les 10 prochaines années. C'est comme ça qu'il faut le voir. Pourquoi 228 sites et non seulement que 100? C'est qu'une fois que le décret est obtenu, on ne peut pas ajouter des sites. C'est encadré, on ne peut pas ajouter des sites dans ce qui a déjà été demandé. Ça redevient des projets distincts si on veut ajouter des nouveaux sites. Ceci étant dit, nos 100 sites ont été... les 228 sites sont caractérisés, sont présentés dans l'étude d'impact. Puis, les 100 sur lesquels on va travailler, on ne peut pas arriver à présenter une solution définitive. Ce qu'on fait dans le programme d'étude d'impact, on présente toutes les solutions qui seraient admissibles, toutes les solutions qui pourraient être utilisées sur les différents types de sites, puis les impacts qu'ils pourraient générer. Donc, à l'intérieur de ça, on a respecté toutes les étapes d'une étude d'impact singulière, dont les consultations publiques, puis suite au dépôt qui a été fait la semaine dernière, après environ 4 à 5 ans de travail, là, il va y avoir les audiences publiques du BAP, les étapes qui restent à franchir pour en venir à compléter l'étude d'impact. Le but est d'obtenir un décret à l'automne 2026, puis à partir de 2027, de pouvoir opérer sur les conditions du décret. OK, j'ai été quand même assez vite. Je pense que j'ai couvert l'essentiel. Mais comme je vous dis, n'hésitez pas à venir me voir si ça vous intéresse, si vous voulez des détails supplémentaires là-dessus. Ce qui me reste à vous présenter, c'est 2 endroits où vous pouvez avoir de l'information, soit sur le programme d'intervention que je viens de vous décrire brièvement, ou soit sur les ouvrages de protection de la route 199 qui sont prévus ou qui sont faits aux Îles-de-la-Madeleine. Donc, sur le site du ministère des Transports, vous avez accès à ces rubriques-là, à ces informations-là.
Puis, je pense que ma dernière diapo est celle-ci. Non, j'ai encore... Peux-tu prendre encore une minute? Oui, OK. Ben, de toute façon, c'est moi qui est là. Je vais maintenir non, excusez, je vais faire ça super vite. Ce que je veux dire, c'est que les études d'impact, bon, bien entendu, on est obligé d'avoir un processus de consultation publique. Dans le cas de notre programme, on a fait une consultation pour l'ensemble du programme. Puis, ce qui est convenu avec le ministère de l'Environnement, c'est lorsqu'on va faire des projets basés sur ce décret-là, mais qui, normalement, devraient générer une étude d'impact à eux seuls, là, on va avoir de nouveau une responsabilité de faire une consultation ciblée sur l'intervention qui est retenue. Fait que vous risquez d'être mis à contribution pour ces consultations-là. Quand je parle de consultation, ce sont des consultations qui sont en ligne. Puis lorsque les impacts sont majeurs puis qu'on veut être certain d'être comment je pourrais dire, d'être assez explicite au niveau de la population, bien là, on peut accompagner cette consultation en ligne-là d'une séance d'information publique. C'est comme ça que nous, on le gère, puis ça remplit les exigences, les obligations qu'on a via le programme. Donc là, c'est vrai que c'est ma dernière. Si vous avez des questions, je le répète, on est disponible. Ça va nous faire plaisir de partager avec vous. Puis merci beaucoup de votre attention puis de vous être déplacés pour nous écouter.